à tous et à toutes. Je vous laisse tranquillement vous connecter, chers participants en ligne. Donc, je vous laisse quelques secondes pour être parmi nous. Sinon, en attendant, j'aimerais vous dire que cet événement aujourd'hui est virtuel, mais la plupart d'entre nous se trouvent tout de même à Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. Donc, c'est un territoire qui a longuement servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones. Et donc, par la présente, nous tenons à les honorer, les reconnaître et respecter les nations qui vivent sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. Non, au nom des Dialogues pour le climat et du Climatoscope, ainsi que de tous nos partenaires, je vous remercie d'être avec nous ce midi à ce petit rendez-vous climatique qui s'intitule Migration et déplacement forcé climatique, un portrait de l'intersection des précarités. C'est un événement qui se déroule donc en parallèle de la COP 29 et nous sommes heureux, encore une fois cette année, de rassembler des membres de la société civile afin de dialoguer ensemble sur des thématiques qui sont vitales et directement liées au changement climatique. Donc, sur ce, je laisse la parole à Camille Fournel et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce panel qui, comme ça a été mentionné, va porter sur les migrations et déplacements forcés climatiques. Je m'appelle Camille Fournel, je m'occupe de la coordination d'engagement au Centre de réfugiés, qui est un organisme communautaire situé à Montréal qui offre des services aux personnes réfugiées en demande d'asile. Et aujourd'hui, je vais m'occuper de faciliter le panel. Le panel d'aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte de crise climatique qui continue de redéfinir les déplacements humains à l'échelle mondiale. En 2022, 31,8 millions de déplacements internes ont été enregistrés dus aux catastrophes climatiques. Et depuis 2022, ces déplacements climatiques sont en hausse, même que les projections pour 2050 estiment jusqu'à 1,2 milliard de personnes déplacées à l'échelle mondiale. Si on regarde au Québec, au Canada, on voit de plus en plus de personnes qui viennent chercher refuge. En 2023, on a enregistré une année record en termes de demandes d'asile déposées, soit plus de 145 000 demandes. Et 2024 est en voie de dépasser ce chiffre. Euh, la question spécifique des personnes déplacées climatiques devient de plus en plus pressante au Québec et au Canada, alors qu'on est dans un contexte où les cadres juridiques existants peinent à répondre aux besoins de ces populations. Ces migrations forcées-là exposent les populations les plus vulnérables à des formes de précarité multiples, notamment en matière de santé, de genre et de droits fondamentaux. Et c'est ce sur quoi va porter la discussion d'aujourd'hui avec trois experts qui nous joignent et qui vont venir partager leur expertise. D'abord, nous avons Ndeye Djenaba Ndiaye, qui est professeure au département de sciences juridiques à l'UQAM. On a également Marianne Sarah Saulnier, qui est chercheuse et anthropologue à l'Observatoire québécois des inégalités. Et finalement, nous avons aussi Stéphanie Harvey, qui est conseillère en analyse politique et plaidoyer pour les enjeux nationaux chez Médecins du Monde Canada. Donc, bienvenue à vous trois et merci d'être là pour partager votre expertise. On va se lancer tout de suite dans la discussion avec une première question qui va qui vise à établir un peu le cadre juridique qu'on a ici au Canada et même à l'échelle mondiale. Donc, la première question s'adresse à Djenaba la question est la suivante. Euh, Quelles sont les différences de statut juridique entre les réfugiés, les déplacés internes, notamment les déplacés forcés, notamment internes, et les migrants climatiques? Quelle protection le droit international et le cadre juridique canadien offrent-ils actuellement? Et quels sont les principaux enjeux juridiques et de droits humains associés aux migrations climatiques? Alors, merci beaucoup Camille, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là avec les collègues pour discuter, échanger un peu sur ces questions-là. Alors, plusieurs sous-questions. Différence de statut, parce que le droit international crée des groupes, des catégories et auxquelles on associe évidemment des droits et des obligations. Et c'est le cas, par exemple, pour les réfugiés, au sens réfugié du terme, en vertu du droit international des réfugiés, donc de la Convention relative au statut des réfugiés, l'article 1A2 et le protocole de 1967, on établit un cadre permettant des personnes qui fuient avec raison une crainte de persécution pour des motifs qui sont bien déterminés,
et qui ne peuvent pas, qui sont hors de leur pays et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, en raison de cette persécution-là, être sous la protection de leur pays. Donc, vous voyez, ces réfugiés, ces personnes qui présentent une demande d'asile au Canada ou ailleurs parce qu'elles ne veulent plus ou ne peuvent plus bénéficier de la protection de leur État, ces personnes-là, ben, si elles sont reconnues réfugiées, ben, pourront bénéficier de la protection de leur pays d'accueil et ainsi voilà, accéder aux services sociaux, de santé, etc., entre autres, au Canada. Lorsque la section de protection reconnaît à une personne le statut de réfugié, ben, elle est invitée à présenter ce qu'on appelle la résidence permanente. Donc ça, ce sont les réfugiés en droit international. Ce groupe est clair, c'est défini. Les clauses d'inclusion comme les clauses d'exclusion, c'est assez explicite. C'est clair que, on ne retrouvera pas dans la Convention ni dans le protocole toutes les définitions liées aux clauses d'inclusion. C'est quoi la persécution? C'est quoi la religion, la race, donc les différents motifs, groupe social, entre autres. Mais en droit canadien, avec l'apport des juridictions, notamment de la Cour suprême, dans différentes décisions rendues par cette juridiction, ben, on a une interprétation. Donc, les commissaires au niveau de la section de protection des réfugiés savent comment appliquer ces critères-là. Ça, c'est une catégorie à part. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'autre groupe, toujours, hein, je parle du droit international, qui divise les migrations, donc les personnes qui ne vivent pas dans leur pays d'origine ou de résidence. Les migrants, ce sont des personnes qui se déplacent pour plusieurs raisons, économiques, politiques, sociales, entre autres, bref. Et mais je me réfère parce que je pense qu'on parle du Canada. Au niveau du droit canadien, donc de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, des règlements, puis tout le reste, des accords conclus entre le Canada et les provinces, notamment l'accord conclu entre le Canada et le Québec, l'accord gagnant Tremblay-McDougall. Alors, l'immigration économique au Québec est sous la responsabilité du Québec. Donc, ces personnes sont sélectionnées à partir d'un cadre très clair avec des critères pondérés, la langue, niveau d'études, scolarité, âge, etc. Et ces personnes sont sélectionnées, après vont obtenir le visa, arriver au Québec, s'établir au Québec, mais c'est le critère économique qui nous intéresse ici. Donc, ces gens vont être sélectionnés pour leur contribution économique au développement du Québec et c'est la même chose pour le reste. Vous voyez. En dehors de ce groupe-là, on a les migrants temporaires. Je pense qu'on a entendu beaucoup jaser la question liée au travail temporaire, les enjeux de droit de la personne, entre autres. Je vais essayer d'aller très, très rapidement. Je sais que c'est minuté, mais c'est toujours difficile de faire parler peu à des juristes, surtout quand on est motivé. Du coup, il y a les travailleurs temporaires, mais il y a aussi les étudiants internationaux qui sont aussi, font partie aussi du groupe des migrants, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est tout un groupe très hétérogène avec des statuts différenciés. Migration climatique, pour répondre à votre question spécifiquement, on parle de migrants climatiques, on parle de réfugiés climatiques, on parle de déplacés internes. Pour dire simple, on n'a pas de réfugiés climatiques parce que jusqu'à date, on ne peut pas associer le facteur climatique à la définition de l'article 1 à 2 de la Convention et du protocole de 1967. Après, si on va interpréter, on verra ce que ça va donner, mais pour le moment, on n'a pas ça. Donc, on n'a pas de protection en utilisant le droit international des réfugiés. On va aller voir ce qui se passe au niveau j'allais dire, du droit international des droits de la personne. On n'a pas non plus d'instrument au niveau international. La Convention de 1990 pour la protection des droits des travailleurs migrants ne prévoit pas non plus, excusez-moi, de garantir un certain nombre de protections aux migrants climatiques. On a quelques conventions régionales, notamment en Afrique, qui intègrent les catastrophes naturelles comme facteur pouvant impliquer une sorte de protection et de garantie. On a aussi ça au niveau de la déclaration de Carthagène qui, quand même, interprétée, pourrait amener à protéger ces personnes-là. On parle de migrants climatiques, donc on parle de déplacement pour des raisons climatiques. Dans la littérature, on nuance quand même parce que c'est difficilement je ne peux pas dire que c'est impossible. Je veux juste dire que c'est quand même difficile d'établir comme seul critère le facteur environnemental ou climatique
qui provoquent ou qui engendrent le déplacement. Souvent, il y a le facteur climatique, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont associés, notamment les conflits, les violences, en tout cas ce que l'on constate dans certaines régions du monde. Au Canada, évidemment, on peut utiliser toujours les conventions que le Canada a ratifiées au niveau international, donc au niveau du système de l'ONU, puis le Canada a ratifié quand même plusieurs conventions, la Déclaration des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDESC, entre autres, puis toutes les conventions catégorielles. Et ces conventions-là ou ces instruments internationaux-là qui ont une valeur juridique contraignante, les autres, je pourrais revenir là-dessus, créent des obligations juridiques et le Canada est quand même obligé de respecter ses engagements en droit international. Mais en droit canadien, présentement, on a le droit à un environnement sain, puis ce droit-là, il existe au Canada. D'ailleurs, la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui a été modifié et modernisé l'année dernière, reconnaît d'ailleurs dans son préambule que chaque personne au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la loi, et par ailleurs, il définit d'ailleurs ce qui était un environnement, ce qui était un droit à un environnement sain. Donc, droit à un environnement sain, c'est droit à un environnement propre, sain et durable. Il y a des actions qui sont menées, entre autres, permettant aux personnes, mais là, comme vous le voyez, on est dans l'espace interne. Donc, on parle de personnes déplacées internes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les États qui sont censés accorder, garantir des droits à ces personnes. Je suis vraiment désolée d'avoir été longue, mais je pensais que c'était important de préciser un peu le cadre juridique. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce portrait du cadre juridique-là. Je vais me tourner maintenant vers Marianne Sarah. La prochaine question concerne la question du genre. Donc, de quelle manière le genre influence-t-il la précarité des personnes migrantes et des personnes déplacées par les catastrophes climatiques? En quoi les analyses intersectionnelles et celles différenciées selon le genre permettent-elles de mieux comprendre le rôle du genre comme facteur additionnel de précarité chez ces personnes? Super, donc merci beaucoup de m'inviter. Je pense que c'est vraiment important d'avoir justement un regard intersectionnel lorsqu'on aborde les questions de changement climatique et de migration climatique. Donc, juste peut-être pour poser le cadre, le genre, ça influence énormément les rapports de pouvoir et d'accès aux ressources à travers le monde depuis toujours. L'intersectionnalité, ce que ça a de particulier, c'est que ça montre comment est-ce que les oppressions peuvent s'additionner afin de créer davantage ou bien de privilèges ou bien d'inégalités. Dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde les oppressions qui sont du genre à la pauvreté et à l'immigration, il y a un croisement qui est vraiment très important. Ce qu'il faut prendre en compte d'abord, c'est que les femmes représentent quand même 70% des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans le monde. Elles représentent aussi 60% des personnes qui souffrent de la faim. Et on sait que les crises à travers le monde augmentent les inégalités qui sont déjà existantes ou ancrées. On peut penser par exemple à la COVID, où les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres, mais c'est la même chose avec les crises climatiques. Donc, lors des crises climatiques, ben, ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables et les femmes font partie en grande majorité des personnes les plus vulnérables au monde. Aussi, un élément important à prendre en compte, c'est que l'ONU a déclaré que les changements climatiques, c'était la bougie d'allumage principale qui déclenche, excusez-moi, le plus de conflits armés à travers le monde. Donc, on peut penser par exemple à la Syrie, la guerre civile en Syrie, par exemple, où il y a eu une longue sécheresse de 2 ans qui a fait exploser la guerre en Syrie. Donc, c'est la même chose avec les changements climatiques. Et on sait que, à travers le monde, puis on sait que les guerres, ça amplifie les violences envers les femmes. On peut penser par exemple au mariage forcé, au viol comme arme de guerre, au féminicide, aux violences conjugales aussi. Donc, à travers tout ce contexte-là, maintenant, on peut peut-être parler un petit peu plus de la vulnérabilité des femmes à travers les changements climatiques. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une division genrée des tâches à travers le monde. C'est comme ça dans pratiquement toutes les cultures, là, entre les hommes et les femmes. On a tendance à beaucoup genrer les rôles. Et on sait qu'à travers les femmes ont un rôle spécifique face à l'environnement. C'est-à-dire que c'est la même chose ici, on le vit, que les femmes, on a surtout les charges qui sont associées au care, donc prendre soin des gens. Ça implique, par exemple, dans des pays
ici ou ailleurs, c'est qu'on prend soin de nourrir la famille, des personnes à charge. Par exemple, moi, mes recherches, je les fais principalement en Inde. Donc, les femmes, elles s'occupent d'aller chercher le bois, de faire à manger, d'aller chercher l'eau, le broyage des grains, par exemple. Tout ça, ce sont des tâches qui sont associées directement avec l'environnement, mais qui deviennent de plus en plus longues et de plus en plus pénibles plus les changements climatiques s'aggravent. Ça a un impact aussi sur leur sécurité physique, c'est-à-dire que s'il faut marcher beaucoup plus d'heures pour aller chercher de l'eau, par exemple, on s'éloigne de notre de notre village, de notre cercle social, et on devient beaucoup plus à risque de violences qui sont physiques et sexuelles. Maintenant, un autre élément qu'il faut prendre en compte dans cette vulnérabilité-là des genres face au changement climatique, c'est la main-d'œuvre que représentent les femmes. Les femmes, comme par exemple en Inde, pour plusieurs, n'ont pas le droit d'avoir un emploi qui est rémunéré. C'est-à-dire que souvent, les femmes vont être une main-d'œuvre non officielle sur les terres. Puis en fait, on se rend compte qu'à travers le monde, dans les terres agricoles non occidentales, les femmes représentent 80% de la main-d'œuvre. Seulement, c'est une main-d'œuvre qui est non officielle. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de rémunération. C'est vu comme de l'aide au mari. Elles n'ont souvent pas de droits sur les terres qu'elles cultivent, sur les terres sur lesquelles elles travaillent. C'est-à-dire que souvent, les femmes ne peuvent pas hériter ou sont forcées à ne pas accepter un héritage, par exemple un héritage de terre. Elles sont dépendantes économiquement face à leur mari. Et ce que d'important à considérer ici, surtout lorsqu'on va aborder la migration climatique, j'y arrive, c'est que de plus en plus, les femmes sont amenées à s'occuper seules des terres. C'est pour ça que je vous dis que souvent, elles sont la seule main-d'œuvre non officielle sur les terres. La raison, c'est que lorsqu'on est en grande situation de précarité économique, le mari va être amené à aller travailler en ville, par exemple, pour se trouver un emploi secondaire, et il va laisser la femme seule à la maison à s'occuper de la terre, sauf qu'elle n'a aucune agentivité. C'est-à-dire que souvent, elles n'ont pas la capacité de prise de décision parce qu'elles sont pas... les terres ne leur appartiennent pas, mais même de base, elles n'ont même pas souvent de papier d'identification parce que souvent, on met tout au nom du mari puis rien au nom de la femme, ce qui fait que ça les rend beaucoup plus vulnérables lorsqu'il y a une crise, par exemple. Maintenant, si on aborde vraiment plus l'impact différencié lors de catastrophes, je peux vous donner quelques exemples là, pour vous montrer à quel point il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes face aux catastrophes. Par exemple, vous vous rappelez sûrement du tsunami qu'il y a eu en 2004 en Indonésie. On a observé qu'environ 90% des victimes étaient des femmes et des enfants. Lors de différents cyclones qu'il y a eu en Asie du Sud, en 2006, en 2008, notamment au Bangladesh, c'était entre 70 et 80% des décès qui étaient des femmes. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? C'est vraiment encore une fois, à travers la vulnérabilité des genres. Donc, les recherches que ça a démontré, c'est que, par exemple, à travers le post-mortem qu'on a fait de cette situation-là, c'est que les femmes sont souvent tenues à l'écart des réseaux d'information, c'est-à-dire que parce qu'elles sont seules sur les terres, par exemple, elles n'ont souvent pas de cellulaire parce que pour avoir un cellulaire, même, ça prend des papiers d'identification, donc elles ne sont pas informées quand c'est le temps de s'enfuir. Il y a un grand problème de littératie, donc quand c'est le temps de s'informer dans les journaux, elles ne le sont pas. Quelque chose de base, elles n'ont pas les tenues vestimentaires adéquates pour être capables de nager, par exemple, de s'enfuir de façon efficace, comparé aux hommes, par exemple. On a remarqué aussi que plusieurs femmes n'ont pas pu s'enfuir à temps lors de ces catastrophes-là parce que c'est elles qui s'occupent des personnes à charge. Donc, c'est la même chose ici, c'est la même chose partout dans le monde. C'est surtout les femmes qui s'occupent des personnes avec un handicap, des enfants, des personnes plus âgées. Donc, elles n'allaient pas s'enfuir en laissant ces personnes-là derrière elles. Donc, souvent, elles sont décédées avec ces personnes-là qui ne peuvent pas partir. Et plus encore, on a remarqué qu'il y avait aussi une question de socialisation des genres, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on pense en Inde, les femmes sont obligées d'avoir un chaperon pour être capables de sortir de la maison. Ils ne peuvent pas sortir seules de chez eux. C'est très important pour leur sécurité physique et sexuelle. Ce qui fait que dans plusieurs cas, les femmes, elles étaient à la maison et elles attendaient d'être sauvées. Elles attendaient que quelqu'un vienne les chercher pour qu'elles puissent s'enfuir. Mais personne n'est arrivé. Donc, ça explique aussi, entre autres, pourquoi il y a eu un décès important à ce niveau-là. Puis maintenant, peut-être juste une dernière petite minute sur la conséquence des catastrophes climatiques lorsque les femmes survivent et puis qu'elles sont en état de migration. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, notamment parce que les camps de réfugiés, souvent, sont pas adaptés pour être capables de recevoir un si grand nombre de personnes aussi rapidement, ce qui fait qu'on remarque beaucoup de violences physiques et sexuelles dans les camps de réfugiés, peu d'espace sécuritaire pour les femmes, et ça vient créer aussi un cycle de pauvreté qui est renforcé parce qu'on a une perte d'autonomie économique pour les femmes, puis une charge qui devient encore plus importante dans un contexte qui est déjà vulnérable, mais qui devient encore plus vulnérable en état de crise, en sachant aussi qu'en moment de crise, les violences envers les femmes
augmente. C'est comme ça ailleurs dans le monde, mais on peut se regarder ici. Là, on a vu à quel point, là, par exemple, juste la pandémie a fait exploser les cas de féminicide, de violence conjugale. C'est la même chose aussi quand il y a eu l'ouragan Katrina aux États-Unis. Ben, on a vu que l'année suivante, les cas de violence conjugale avaient augmenté là, de 90%. Donc, ça a vraiment un impact sur les femmes à différents niveaux, comme je l'ai démontré. Merci beaucoup. Ça nous dresse un bon portrait de l'impact du genre sur les déplacements climatiques. Maintenant, je vais passer la prochaine question à Stéphanie. Quelles sont les physiques et mentales des populations concernées et surtout, quelles sont les principales barrières? Oui, je pense que je ne sais pas si c'est juste moi que la question a coupé, mais oui, vous aussi. Bon, ben, je vais peut-être juste. L'autre bout de question, c'est les principales barrières à l'accès aux soins de santé pour les personnes, notamment au Canada. Donc, juste pour préciser la question. Donc, merci aussi pour l'invitation. Peut-être juste préciser là, en termes de déplacement forcé puis les effets sur la santé physique et mentale. Peut-être que préciser que tout type de déplacement, que ce soit pour des conditions climatiques ou autres, amène nécessairement des conditions de vie puis de voyage d'une extrême précarité. Puis, ça expose très souvent les personnes à toute forme de violence qui peuvent évidemment générer beaucoup de souffrance puis de traumatisme. Puis, en plus, on ajoute à cela souvent un manque d'accès aux soins ou aux services de santé tout au long du parcours qui peut parfois être très long. Et donc, ça vient bien évidemment accentuer les problématiques de santé. Si on se concentre plus sur les effets au niveau de la santé physique, eh bien, tout au long du parcours, les personnes vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires qui les poussent souvent à vivre dans des endroits qui peuvent être surpeuplés, dans des abris temporaires, dans des endroits, des logements insalubres ou même vraiment à l'extérieur, ce qui peut évidemment augmenter le risque des maladies infectieuses, que ce soit des infections respiratoires ou des maladies vectorielles. On pense aussi le fait que les déplacements perturbent souvent l'accès aux soins pour les personnes qui ont des maladies chroniques, que ce soit diabète, hypertension, les maladies cardiovasculaires, ce qui peut évidemment aggraver la progression de ces maladies. Il y a aussi, tout au long du parcours, il peut y avoir des interruptions dans les traitements médicamenteux pour les maladies chroniques qui peut augmenter les risques de complications. On voit aussi beaucoup de difficultés souvent d'accès à l'eau potable ou à de la nourriture, ce qui peut évidemment entraîner une certaine insécurité alimentaire et donc une malnutrition, puis ça a un effet encore plus grand chez les femmes et les enfants. Il y a aussi tout au long souvent des déplacements, une absence de soins préventifs, donc que ce soit au niveau des dépistages, au niveau de la vaccination, au niveau de l'accès aux soins primaires, et donc ça a inévitablement un accès sur la santé physique. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, qu'on va parler un petit peu plus tard, donc je ne rentrerai pas tout de suite dans les détails. Si on regarde plus au niveau des effets sur la santé mentale, eh bien, le fait d'être obligé de se déplacer de manière forcée et non prévue amène évidemment un grand stress et peut provoquer aussi des troubles de stress post-traumatique. Donc, comme je disais, que ce soit dû aux conditions de départ, mais aussi à tout ce qui peut être vécu pendant le parcours migratoire et puis aussi à l'arrivée des personnes dans le pays d'accueil, ne serait-ce que le stress lié, par exemple, à un statut juridique qui est plus ou moins clair. Il y a aussi, évidemment, tout au long du parcours, un risque accru d'être victime de violences de tout genre qui peut évidemment augmenter le stress et le risque de dépression et d'anxiété, ce qui est encore plus présent au niveau des femmes et des minorités de genre. On y reviendra plus tard. Il y a aussi évidemment tout l'isolement social qui peut être dû aux multiples barrières qui peuvent être vécues soit pendant le parcours, mais aussi au moment d'arriver dans le pays d'accueil, que ce soit des barrières liées à la langue, liées à la différence culturelle, liées à la compréhension des systèmes de santé, des systèmes juridiques ou tout simplement la discrimination, la stigmatisation qui peut être vécue par ces personnes.
On voit aussi au niveau de la santé mentale souvent une perte d'identité, une perte de sens. Donc, les déplacements forcés entraînent souvent, bien évidemment, une perte du foyer, mais aussi une perte au niveau du lien culturel, ce qui a évidemment un impact négatif sur le bien-être psychologique des personnes. Et puis enfin, je l'ai nommé rapidement tout à l'heure, mais il y a tout ce qui entoure la stigmatisation, la marginalisation que ces personnes peuvent vivre tout au long du parcours et aussi à l'arrivée dans les pays. Peut-être plus maintenant sur les barrières d'accès aux soins de santé, plus spécifiquement au Canada. Peut-être aussi spécifier que les barrières d'accès aux soins vont toucher toutes les personnes migrantes qui n'ont pas nécessairement accès aux soins. Donc, ça peut toucher justement ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, étant donné qu'ils n'ont pas statut juridique, comme Jeneba nous a expliqué juste avant. Donc, justement, les personnes qui n'ont pas de couverture gratuite aux soins de santé, bien, une des plus grandes barrières, c'est justement le coût lié aux soins et aux traitements qui est extrêmement onéreux au Canada. Pour celles et ceux qui ont les capacités d'avoir une assurance médicale privée, souvent les assurances médicales ne vont pas couvrir tout. Donc, par exemple, ne vont pas couvrir les problématiques de santé antérieures, donc tout ce qui est maladie chronique. Et très souvent aussi, les assurances privées ne vont pas couvrir les soins entourant la grossesse. Une autre barrière, c'est la peur, la méfiance d'accès envers les institutions, étant donné la discrimination, les stigmatisations qui peuvent être vécues par ces personnes. Il y a aussi le manque d'accès à la prévention, à la sensibilisation, étant donné qu'ils n'ont pas cette couverture gratuite, bien, ils n'ont pas accès non plus à tous les services préventifs. Il y a évidemment aussi le manque de compréhension des systèmes de santé au Québec, au Canada, parce que, bon, vous savez, dans chacune des provinces, au Canada, c'est différent. Pour quelqu'un qui est né au Québec, ça peut être très compliqué aussi de naviguer dans le système de santé. Donc, quelqu'un qui arrive complètement d'un autre pays, d'un autre contexte, ça peut être très compliqué de comprendre le système. Une fois qu'on y a accès, il y a souvent aussi la barrière de la langue qui vient s'ajouter. Souvent aussi, spécifiquement au Canada, dans les milieux hospitaliers, il peut y avoir parfois un manque de compréhension de la part des professionnels de la santé, de la situation migratoire de la personne, de son statut, de son vécu, ce qui fait que parfois, ben, les soins peuvent être plus ou moins adaptés par rapport aux besoins de la personne. Peut-être ajouter aussi tout ce qui est précarité, dépendance économique. Donc, souvent, les personnes qui n'ont pas de couverture médicale ont des statuts d'immigration qui sont souvent précaires, qui peuvent faire que ces personnes-là vont devenir dépendantes au niveau économique, que ce soit dépendantes vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'un conjoint, vis-à-vis d'un membre de la famille. Et là, ça peut être la porte ouverte, malheureusement, à plusieurs abus. Et puis pour terminer, j'ajouterais peut-être la barrière liée à la longueur, la complexité et le coût des procédures d'immigration qui peut ralentir justement l'accès à une couverture des soins de santé. Donc, très rapidement, voici là, globalement, puis on va rentrer dans les détails un peu plus loin, je crois. Merci beaucoup, Stéphanie. Prochaine question, une question croisée qui va s'adresser à Marianne, Sarah et à Jenaba. Donc, selon vous, comment les inégalités de genre influencent-elles l'accès aux droits fondamentaux des personnes déplacées par les crises climatiques, notamment en tenant compte du fait que la législation canadienne actuelle, soit la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ne prévoit pas l'admission des personnes déplacées pour des raisons climatiques? Et selon vous, quelles solutions juridiques peuvent être envisagées pour atténuer ces disparités et mieux protéger ces populations? Donc, je vais commencer avec Marianne, Sarah. En fait, ben, je vais laisser surtout ma collègue répondre à ça parce que c'est un petit peu moins mon champ de connaissances, vraiment tout l'aspect juridique. Mais je dirais que pour moi, là où le bas blesse, où c'est le plus important à considérer, c'est de un, le fait que, ben c'est sûr que comme j'ai exposé tantôt, dans toutes les questions de migration, de climatique ou pas, ce sont les femmes qui sont d'abord les surexposées dans la vulnérabilité. Je dis pas que les autres le sont pas, mais les femmes, ça l'est encore davantage. Mais ce que de particulier, c'est que dans tous les processus décisionnels, lorsque c'est temps de prendre des décisions, les femmes sont complètement sous-représentées. Donc, je dirais que autant c'est le problème que ça devrait être qu'on voit très facilement la solution, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la présence de femmes non seulement dans la prise de décision, mais aussi dans les solutions. Donc, c'est-à-dire que
de trouver des solutions qui sont adaptées, entre autres, aux femmes, c'est-à-dire que pour moi, la solution, c'est d'y aller avec une perspective ADS+, analyse différenciée selon les sexes intersectionnels, lorsque c'est le temps de prendre des décisions climatiques. À ce moment-là, déjà, on aurait la possibilité de reconnaître la réalité des femmes à travers les enjeux de migration. Puis juste pour vous donner une idée, avant de donner la parole à ma collègue, c'est que pour tout ce qui est le temps de prendre des décisions ou de reconnaître les enjeux sur ce du climat à travers le monde, là, on parle d'une représentation d'environ 10 de décideurs femmes lorsqu'on parle des décisions qui entourent les changements climatiques. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde des statistiques comme ça devient très évident que le genre n'est pas pris en compte ou est complètement évacué lorsque c'est temps de reconnaître les enjeux de vulnérabilité face au changement climatique. Oui, pour compléter, en fait, alors c'est clair que dans la LIPR et les règlements, le statut de migrant climatique n'est pas prévu, ça c'est clair. Donc, on n'a pas un cadre législatif. Comme je le mentionnais tout à l'heure, si, on peut quand même se baser sur la loi canadienne là, qui prévoit le droit à un environnement sain pour toute la population. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est vraiment, est-ce qu'on veut protéger les personnes internes ou est-ce qu'on doit protéger les personnes qui vont arriver au Canada? Parce que c'est deux questions. Pour les personnes déplacées internes, donc à l'intérieur du Canada, une zone, une forte inondation qui fait déplacer du monde, on a déjà des dispositifs, on a un cadre législatif permettant de déplacer, de créer des conditions d'adaptation ou d'installation ou de réinstallation pour les personnes qui sont déjà sur le territoire, donc déplacées internes. Pour les personnes qui arrivent au Canada et qui présentent par exemple une demande d'asile, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, concrètement. Pour ces personnes-là, ben, la loi, la LIPR, prévoit la reconnaissance de statut de réfugié en vertu de l'article 96 et en vertu de l'article 97. Peut-être en interprétant, peut-être, encore une fois, là je parle avec toutes les nuances possibles, le contenu, surtout de l'article 97, en essayant d'avoir une ouverture, on pourrait peut-être protéger les individus. Ce qu'il ne faut pas oublier dans cette situation-là, c'est que c'est très difficile d'établir comme facteur, comme seul facteur de déplacement les conditions climatiques ou les catastrophes environnementales. Donc, si ça rentre dans un cadre beaucoup plus général avec des facteurs liés au conflit, violence, entre autres, en ce moment-là, et que ça répond à la définition, ben, la personne sera reconnue réfugiée. Pour le moment, le gouvernement du Canada, lors du Forum mondial de 2023, notre ministre fédéral de l'immigration et des réfugiés avait annoncé clairement que le Canada était conscient qu'à cause des changements climatiques et des catastrophes environnementales, il y aurait de plus en plus de déplacements climatiques et que le Canada était prêt à offrir de l'aide humanitaire, à contribuer, comme le Canada le fait souvent. Et par ailleurs, on parlait même de réinstaller 10 000 réfugiés venant d'Afrique et 8 000 réfugiés venant du Moyen-Orient pour contribuer à l'effort collectif au niveau de la communauté internationale. Mais on a besoin d'un statut juridique où le Canada nous dit on va ouvrir les dispositifs législatifs qui existent en incluant cette particularité-là que les catastrophes environnementales peuvent jouer, parce que souvent, ce sont des phénomènes qui sont lents. Ce ne sont pas des phénomènes soudains. Parce que quand le phénomène est soudain, tout de suite, il y a une inondation, on connaît les conséquences. Le problème se pose quand il s'agit, par exemple, des phénomènes qui sont très lents, notamment la sécheresse, l'érosion des sols, etc. C'est dans le long terme que la personne va vivre les conséquences et va être obligée de se déplacer. En ce moment-là, il faudra prouver. Et comme la charge de la preuve incombe au demandeur d'expliquer pourquoi elle a besoin d'une protection, je pense que le Canada pourrait aussi utiliser très, très rapidement l'exemple de l'Australie qui a conclu un accord avec le Tuvalu visant à admettre sur le sol australien chaque année un certain nombre de personnes et qui, en leur accordant ce qu'on appelle un statut de réfugié climatique. C'est la première fois qu'on ait un accord bilatéral entre deux États permettant de reconnaître le statut de réfugié. Peut-être le Canada pourrait aller dans cette perspective-là et conclure des accords directement avec les populations et surtout les pays qui sont concernés et qui sont déjà frappés
par des inégalités, par des crises successives liées aux violences, aux conditions sociales extrêmement difficiles. Voilà. Super intéressant, merci beaucoup. Prochaine question s'adresse à Stéphanie, Marianne, Sarah. Selon vous, y a-t-il des problèmes de santé spécifiques auxquels les femmes et les minorités de genre sont confrontées lors des déplacements forcés? Et quels sont les leviers et les obstacles de la recherche scientifique et des politiques publiques pour atténuer ces précarités-là? On va commencer avec Stéphanie. Oui, merci. Donc, en termes des problèmes de santé spécifiques aux femmes, je pense que Marianne Sarah pourra aussi vraiment compléter. En tout cas, au niveau du parcours migratoire, il y en a plusieurs. Si on pense notamment à l'accès insuffisant aux soins de santé sexuelle et reproductive, donc souvent, il y a une grande difficulté d'accéder à la contraception, aux soins prénataux, à des accouchements sécurisés ou à des soins postnataux, ce qui peut notamment amener des risques de complications obstétricales, donc vraiment au niveau santé. Ça a été nommé tout à l'heure aussi, souvent les femmes, les minorités de genre sont exposées de manière beaucoup plus accentuée à toute forme de violence, donc que ce soit aux agressions sexuelles, au harcèlement ou même à la traite des êtres humains pendant les déplacements. Et puis, notamment, ces violences peuvent entraîner des grossesses non désirées, des ITSS et bien entendu des traumatismes physiques et psychologiques. Il y a aussi tout le manque d'accès aux produits hygiéniques et le manque d'accès à des espaces sécurisés pour pouvoir se changer, se nettoyer, ce qui a évidemment un effet sur la santé physique, mais aussi sur la dignité pardon, des personnes et ça fragilise leur santé mentale. Et peut-être un dernier, Marianne Sarah pourra compléter. Donc, il y a évidemment tous les impacts des traumatismes liés aux violences et aussi à la perte du foyer qui peuvent évidemment amplifier tous les risques de troubles dépressifs, anxieux ou même le stress post-traumatique. Peut-être plus maintenant sur les leviers obstacles au niveau des politiques publiques, il y a quand même un gros manque de priorisation des besoins des femmes dans les contextes de crise humanitaire parce que c'est souvent considéré comme secondaire. Il y a aussi souvent un financement insuffisant pour tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive quand on parle de situations d'urgence. Et puis, un autre obstacle, c'est évidemment tout ce qui est la stigmatisation, la discrimination institutionnelle qui peuvent être vécues par les femmes, les minorités de genre, et ce qui fait qu'ils sont souvent confrontés à des préjugés et des traitements qui sont différenciés de la part, si on parle de soins, donc des prestataires de soins. Il y a évidemment quelques leviers au niveau des politiques, ne serait-ce que déjà d'avoir des politiques publiques qui prennent mieux en compte les différences basées sur le genre, notamment les droits à la santé sexuelle reproductive, donc d'avoir des politiques inclusives qui intègrent l'analyse intersectionnelle. Ça a été nommé tout à l'heure pour mieux répondre aux besoins des femmes, des minorités de genre. Et puis peut-être un dernier que je nommerais, c'est peut-être le renforcement des services de soutien pour les victimes de violences, ne serait-ce que par exemple de développer des refuges qui sont sécurisés, des services de soutien qui sont spécialement destinés aux femmes et aux minorités de genre, avec évidemment un accent sur la prévention des violences de tout genre, comme on l'a nommé, là, que souvent les femmes sont plus victimes de violences tout au long du parcours ou même à l'arrivée dans les pays d'accueil. Je vais laisser Marianne, Sarah compléter. Ok, merci Stéphanie. Vous avez répondu vraiment. Vous avez pas mal dit ce que j'allais dire, mais je rajouterais peut-être un petit mot sur l'idée aussi de la charge mentale qui est accrue. Donc, je disais tantôt, on oublie, parce que même nous ici, les femmes, c'est démontré par la recherche, on a davantage la charge mentale à la maison, que ce soit dans les tâches, dans la gestion de la vie de tous les jours, des personnes à charge. Mais c'est la même chose aussi, bien entendu, en état de crise. La charge mentale, ça a
là, en état de crise, ça a des impacts sur un plus haut taux de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique. Ma collègue Stéphanie a vraiment très bien décrit ce que j'allais dire, donc je ne vais pas le répéter, mais peut-être que j'en profiterai peut-être pour faire une petite parenthèse. On a tendance à oublier que cette charge mentale-là face au changement, puis cette vulnérabilité-là face au changement climatique, puis la pression qu'ont les femmes face au rôle genré et à l'environnement, c'est ailleurs, mais c'est la même chose qu'on peut voir ici aussi. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple pour vous montrer à quel point le lien entre l'environnement et les femmes et la charge que les femmes portent face à l'environnement est importante, même ici. C'est lorsqu'on regarde les tâches qui sont souvent dévolues aux femmes ici, comme par exemple on sait que ce sont souvent les femmes ici qui s'occupent de tout ce qui est s'occuper des enfants, de les charges à la maison, mais souvent on a tendance à faire reposer les changements climatiques à travers des actions individuelles et ça retombe beaucoup sur les femmes, comme par exemple faire par exemple des lunchs avec des produits qui sont recyclables, recyclés, compostés, faire des produits DIY à la maison pour nettoyer, mais ça c'est des exemples où la charge mentale et la transition écologique repose beaucoup sur les femmes, mais on voit on la voit ici, mais on la voit aussi ailleurs. Donc, cette idée-là de charge mentale, parce que c'est vraiment ça que je voulais rajouter à ce que au portrait que Stéphanie a fait, qui est très complet, est encore plus important en moment de crise, lorsque c'est temps de s'enfuir, lorsqu'en plus on le fait et que notre sécurité physique et sexuelle est mise à mal dans une situation qui est complètement hors de notre contrôle, avec des outils qu'on n'a pas non plus pour être capable d'assurer sa survie et la survie de ses proches. Merci beaucoup. Prochaine question s'adresse encore à deux personnes, à Djenaba et Stéphanie. Dans quelle mesure les barrières juridiques et les différences de statut des personnes déplacées par les catastrophes climatiques affectent-elles leur accès aux soins de santé au Canada et quelles mesures politiques et légales seraient nécessaires pour réduire les vulnérabilités en matière de santé dans ces contextes? On va commencer avec Djenaba. Oui, merci beaucoup. Alors, la première chose à dire, c'est que la personne qui arrive au Canada et qui présente une demande d'asile, lorsque sa demande est jugée recevable en vertu de la LIPR, la personne a un statut de demandeur, demanderesse ou demandeuse d'asile au Canada. Et ce statut lui confère la possibilité d'accéder à des soins de santé dans le cadre du programme fédéral intérimaire. Donc, qui travaille avec certaines cliniques, c'est sûr qu'il y a des problèmes là. Je regarde Stéphanie, il y a des enjeux parce que l'application pose problème dans certaines cliniques, etc. Parfois, les gens n'ont pas la bonne information, donc ne reconnaissent pas, font payer parfois les demandeurs d'asile alors que c'est un service gratuit. Le principe existe que les personnes, quel que soit le motif qui est à l'origine du déplacement, si la demande d'asile, elle n'est pas encore examinée, là, c'est juste la demande est jugée recevable, elle est transmise au niveau de la section de protection des réfugiés. En ce moment-là, ben, la personne peut bénéficier avec le document marron des soins de santé. Donc, la personne qui va fuir son pays pour des raisons climatiques et qui demande l'asile, en ce moment, sa demande n'est pas analysée. Tant qu'elle reste demandeuse d'asile, ben, elle peut bénéficier du programme de statut intérimaire. Le problème se pose lorsque sa demande d'asile est rejetée. Donc, après avoir épuisé toutes les voies de recours, ben, la personne devra quitter le Canada parce qu'elle n'a pas de statut sur le territoire. Puis si vous n'avez pas de statut, j'ai lu le rapport d'ailleurs produit par Médecins du Monde pour les sans-papiers qui touche aussi principalement les femmes qui sont en état de grossesse, etc., certaines vulnérabilités, les fragilités psychologiques, entre autres. Donc, ces personnes-là, ben, étant sans statut, ben, ne peuvent pas accéder à ces programmes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quelle politique publique et légale, de ce que j'ai compris, faudrait-il adopter? À mon avis, c'est de reconnaître et d'intégrer les changements climatiques de manière générale, parce que les changements climatiques, c'est un seul effet. Il y a d'autres, les catastrophes environnementales, il y en a énormément. Donc, intégrer ces éléments-là dans notre corpus juridique, dans les politiques publiques, permettant de reconnaître que les personnes peuvent fuir leur pays et arriver au Canada. De toute façon, selon le GIEC, si on ne fait rien, comme je l'ai mentionné, 216 millions vont se déplacer. Là, vous avez parlé d'1 milliard et quelques là,
Donc, ça varie énormément. Mais ce qui est clair, que si on ne fait absolument rien, ben, on va avoir du monde. Il y a certainement des déplacés internes en Afrique, un peu partout, en Asie du Sud-Est, dans les États insulaires, mais c'est un phénomène qui pourrait toucher l'ensemble de la planète. Donc, le changement de paradigme doit s'opérer d'une manière ou d'une autre et de comprendre que c'est une nécessité de créer un statut juridique permettant à ces personnes d'accéder à des soins de santé. Je ne sais pas si Stéphanie veut compléter, là. Ben, c'est déjà beaucoup de choses que vous avez nommées. Donc, oui, effectivement, les demandeurs d'asile qui ont accès au programme fédéral de santé intérimaire, malgré parfois, il y a quand même certaines barrières, mais justement, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est toutes les personnes qui ne sont pas en demande d'asile, mais qui sont qui sont résidents temporaires. Donc, en fonction du permis qu'ils ont, qu'il peut y avoir des permis d'études, permis de travail ouvert, fermé, permis de visiteur. Donc, ça peut donner accès ou non à une couverture gratuite. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour dire qu'en fait, aussi, les changements de statut entre demandeurs d'asile, résidents temporaires, pas de statut, exposent les personnes souvent justement à des périodes sans couverture s'ils avaient l'accès à une couverture auparavant. Donc, ça peut mener justement à des bris au niveau des soins de santé, que ce soit les maladies chroniques ou les grossesses. Je prends l'exemple c'est peut-être pas lié au changement climatique, mais on parle beaucoup ces temps-ci des Ukrainiens, donc un programme qui avait été mis en place par le gouvernement canadien avec l'accès à la couverture santé au Québec notamment. Et puis là, ils viennent d'apprendre que leurs permis de travail vont être renouvelés, mais pas la couverture santé. Donc, il y avait dans les journaux là, le cas d'une femme enceinte qui va accoucher juste après la fin de la couverture, donc qui devient extrêmement stressée, anxieuse par rapport à tout ça. Donc, c'est pas lié au changement climatique, mais ça pourrait l'être tout à fait éventuellement. Et puis, ben, justement, le fait aussi qu'il y ait des trous, justement, dans les changements de statut, ben, ça ouvre la porte, encore une fois, à plusieurs formes d'abus, que ce soit des salaires non conformes, des accidents de travail non déclarés, des menaces d'expulsion de la part d'employeurs, des violences, des logements insalubres, qui a nécessairement un effet sur la santé, des personnes. Puis peut-être juste une autre barrière que j'ajouterais, ben, c'est toutes les barrières justement administratives et bureaucratiques qu'on a actuellement, ben, que ces personnes-là vivent par rapport à faire leurs demandes. C'est vraiment pas simple, il faut être accompagné et c'est très compliqué d'avoir un accompagnement, déjà de trouver quelqu'un pour nous accompagner dans ces démarches-là, mais d'avoir un accompagnement aussi avec une personne fiable et compétente. Donc, il y a beaucoup de difficultés et de barrières aussi à ce niveau-là. Puis, pour répondre à la question, je pense que Geneva l'a quand même nommé, là, les mesures politiques et légales, ben, c'est ça, ce serait d'avoir un statut juridique pour les réfugiés climatiques, peut-être élargir le programme fédéral de santé intérimaire pour les personnes déplacées. Puis, bon, si on est peut-être plus sur sans être au niveau légal, mais plus sur des pratiques, mais peut-être lutter un peu plus contre la stigmatisation, les préjugés dans le réseau de la santé pour au moins que ces personnes-là aient un accueil parfois un peu plus adéquat, qui répondent mieux à leurs besoins, notamment pour ceux qui ont déjà la couverture, si on parle les demandeurs d'asile, justement, que Geneva nommait, qui a encore beaucoup quand même de problématiques d'accès, même s'ils ont en théorie l'accès gratuit. Mais si je peux me permettre, je voulais juste ajouter une chose très, très rapidement. Et Stéphanie l'a mentionné, le fait qu'on ait vraiment des groupes, là, des catégories. On est vraiment dans une situation assez statique dans les politiques migratoires et dans la loi. On a des statuts. On est ou étudiant ou demandeur d'asile ou étudiant ou travailleur, mais on ne peut pas être les deux. Et dans le processus migratoire, dans la trajectoire du migrant, la personne qui est concernée, elle est dynamique. Donc, son statut peut varier. Et le droit n'est pas capable de suivre ce processus-là. Ça fait partie des questions, à mon avis, qu'on doit mettre sur la table et discuter, réfléchir sur comment aborder, voilà, et comment surtout replacer la discussion autour de l'individu en tant que tel pour lui apporter des réponses qui sont conformes à ses besoins, et ceci de manière dynamique. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on arrive déjà à notre dernière question pour aujourd'hui, une question qui va s'adresser à vous trois.
Donc, suite aux discussions, à ce qui a été abordé pendant les discussions, si vous deviez donner une seule recommandation, on l'a un peu abordé un peu à travers les différentes discussions, mais si vous pouviez donner une seule recommandation pour garantir une protection et un soutien complet aux personnes déplacées en raison de crise climatique, laquelle choisiriez-vous en tenant compte des différents niveaux d'intervention? Donc, on va commencer avec vous, Geneva. Euh, Moi, j'ai beaucoup de recommandations. Je vais choisir. Alors, étant juriste, c'est clair que mais ce que j'aimerais qu'on fasse vraiment, c'est d'intégrer dans le corpus législatif canadien la possibilité d'avoir un statut, c'est-à-dire de reconnaître, comme le ministre l'a fait lors du Forum mondial de 2023, reconnaître qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour des raisons climatiques, environnementales, et que ces personnes ont besoin de protection. Et la communauté internationale doit aller dans cette direction. Je pense que le Canada a un rôle à jouer pour vraiment apporter sa contribution et trouver une solution en droit international pour un statut ou à tout le moins faire en sorte que les instruments qui existent puissent être appliqués à ces personnes-là parce qu'on a quand même un corpus juridique assez élaboré qui protège et qui garantit des droits civils et politiques comme des droits économiques, socioculturels qui pourraient s'appliquer à toute personne, notamment la personne déplacée pour des raisons climatiques. Merci. Stéphanie? Oui, donc je vais être rapide. C'est un petit peu la vision, une des visions de Médecins du Monde. Donc, élargir l'accès aux soins de santé pour les personnes migrantes, puis en mettant en œuvre une couverture universelle basée sur la résidence et non pas sur le statut d'immigration. On vient de le nommer. Les changements de statut amènent des trous, des bris, de la confusion. Ça a un manque de suivi, donc ça serait beaucoup plus simple d'avoir une couverture universelle basée sur la résidence des personnes et non pas le statut. Et ça se fait dans d'autres juridictions, donc ça serait possible. Moi aussi, je vais être très rapide. Pour moi, c'est très simple. C'est d'aborder les enjeux climatiques avec un regard intersectionnel et puis à travers l'outil qui est l'ADS+, qui a fait ses preuves à travers les recherches puis à travers les différentes prises de décision qui se font là, autant au niveau local qu'international. Parfait, merci. On a un peu de temps pour une période de questions. Donc, il y a des personnes qui ont levé la main là, dans la salle virtuelle. Je pense que la première personne, c'est Natalia. Son micro va être ouvert sous peu, donc vous allez pouvoir poser votre question, Natalia. Oui, en fait, j'avais juste posé ma question dans les Q&A answer. Donc, c'était plus si vous pourrez élargir un peu la protection dans les cadres des droits de la personne. C'est quoi qui est actuellement offert aux personnes qui doivent quitter leur foyer pour des raisons des changements climatiques ou des crises environnementales en général? Merci. Je ne sais pas s'il y a une de vous trois qui veut se lancer. Écoutez, je vais essayer d'apporter une réponse, je pense, compléter ce qu'on a dit euh, précédemment. Alors, comment faire en sorte pour garantir une protection pour les migrants environnementaux dans le cadre des droits humains? Je ne sais pas si, Natalia, c'est par rapport aux droits canadiens. Si c'est le cas, ben, on a la Charte canadienne des droits et libertés qui, quand même, garantit des droits à toute personne qui se situe sur le territoire, donc sous la juridiction du Canada. Donc, droit à la vie, tous ces droits qui sont garantis pour tout le monde. Alors, du point de vue international, comme je l'ai mentionné, on a quand même des instruments que les États ont ratifiés, donc des États ont des obligations juridiques. Et un des dispositifs, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été mobilisé dans une décision rendue il y a quelques années par le Comité des droits de l'homme, l'affaire Teutiota, qui a permis de dire qu'effectivement, le statut de réfugié climatique n'est pas prévu en droit international. Par contre, rien n'interdit dans le futur de pouvoir créer un statut juridique pour ces personnes réfugiées qui ont besoin de protection et surtout appliquer ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas renvoyer une personne vers un pays où cette dernière risque de subir de la persécution ou des tortures ou de la torture, des traitements inhumains dégradants. Ça dépendra si on est capable d'interpréter
que perdre ces ressources, son lopin de terre qui servait à se nourrir et à prendre soin de soi-même et de sa famille est une forme de persécution, à ce moment-là, je pense on pourrait appliquer ces instruments-là à ces personnes. Donc, je ne sais pas si c'était la question. J'ai répondu en fonction de ma compréhension de votre question. Merci. Parfait. Parfait. Pour la prochaine question, on va y aller avec Mamadou. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Je ne sais pas si vous êtes encore là, Mamadou. Si vous voulez poser votre question, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous êtes là, Mamadou? Je vois que votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas, par contre. Non, peut-être en attendant que Mamadou est en mesure de parler dans son micro. Oumar Sangaré a également des questions, donc si tu veux lui prêter la parole. Oui. Oui, Oumar, si jamais vous voulez poser votre question à voix haute, sinon je sais que vous l'avez écrit dans le chat. Ah, je vois que votre micro est ouvert. OK. Merci bien. En fait, moi, mon intervention va porter essentiellement sur 2 points. D'abord, est-ce que notre gouvernement à Québec ici a fixé un seuil annuel de migrants climatiques à accueillir? Désolé si la question a déjà été abordée. Et en deuxième point, quel parallèle peut-on faire entre les migrants climatiques ici, parce qu'il y en a quand même avec tout ce qu'on connaît comme changement climatique, et ceux dans les pays du Sud global? Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait intervenir pour la première question par rapport au nombre de réfugiés climatiques accueillis au Canada. Je ne sais pas si les autres, Stéphanie ou Marianne, veulent répondre. Peut-être sur ce premier volet, après je vous laisserai sur l'autre. Au niveau des seuils, étant donné que les migrants climatiques, on l'a nommé, ne sont pas officiellement reconnus comme une catégorie, ils sont comme mis dans les autres catégories, que ce soit demandeurs d'asile ou les résidents temporaires. Et oui, pour chacune des catégories, il y a des seuils qui ont été beaucoup diminués ces derniers mois et au niveau canadien et québécois qui vont être encore diminués dans les prochaines années. Donc oui, il y a des seuils pour chacune des catégories d'immigration qui incluent les migrants climatiques, étant donné qu'ils n'ont pas une catégorie spécifique pour eux. Je rajouterais peut-être aussi que c'est des données qui sont difficiles à avoir, tout simplement parce que c'est pas reconnu et que ce sont les personnes qui sont les plus en moyen qui sont capables de venir ici, de se rendre jusqu'au Canada. Souvent, les changements climatiques, c'est une raison qui est secondaire. Donc, même que à travers les recherches souvent qui ont été faites sur la migration climatique, puis ceux qui ont immigré au Canada, c'est pas la première raison qu'ils donnent, c'est pas les changements climatiques. On se rend compte quand on analyse que c'est parfois un effet en raison des changements climatiques. Par exemple, je parlais des guerres qui sont créées, entre autres, en raison d'un climat tendu, en raison des changements climatiques, mais ce n'est pas le premier. Et puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la grande majorité des migrations climatiques à travers le monde sont encore souvent à l'intérieur des frontières d'un pays. Et ce ne sont pas des migrations qui sont internationales. Je pense que c'est le 2 tiers des migrations qui sont internes plutôt qu'à l'international. La grande majorité de ces personnes-là, souvent, n'ont pas les moyens de se rendre jusqu'au Canada lorsque ce sont pour des raisons climatiques. Oui, clairement. Et d'ailleurs, par rapport aux personnes déplacées internes, les statistiques du Haut-Commissariat des réfugiés, on parle sur les 100 millions et quelques de personnes exilées ou en exil, 70 millions pratiquement sont des personnes déplacées internes. Cela veut dire que ces gens restent à l'intérieur de leur pays et on les trouve un peu partout à travers la planète. C'est sûr qu'il y a des zones qui sont très, très exposées. Je peux donner l'exemple très, très rapidement parce qu'on n'a pas le temps de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est vraiment très impactée par les changements climatiques. Il y a du droit régional parce qu'on a ce qu'on appelle la Convention de Kampala qui a été adoptée en 2009 et qui prévoit évidemment des déplacés pour des raisons climatiques et qui permet aux États, évidemment, les
des États qui ont ratifié cette convention-là, d'accorder une certaine assistance aux personnes déplacées internes. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les migrants climatiques ici et ceux qui sont en Afrique de l'Ouest? Mais les migrations climatiques sont les mêmes. Ces gens ont besoin de protection, ces gens fuient parce que ces personnes ne peuvent pas rester dans leur pays, ils sont contraints de partir. On parle de migration forcée, entre parenthèses, sont contraints de partir, puis ont besoin d'une protection. Donc, la catégorie reste la même maintenant, mais les causes varient en fonction. Donc, les migrants climatiques qui vont, par exemple, fuir les États insulaires, la raison, c'est la montée des eaux, entre autres. Donc, l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, c'est plus l'érosion des sols, la sécheresse, etc. Vous voyez, ce sont les facteurs qui diversifient et qui sont diversifiés, mais l'objectif de se déplacer pour bénéficier d'une protection, à mon avis, est également la même chose. Et je terminerai avec ça, c'est de changer de paradigme, je l'ai dit à maintes reprises, de décentrer le regard, parce qu'il y a quelque chose que l'on note dans la littérature et que l'on note aussi dans les discours politiques et médiatiques, c'est de regarder la migration climatique comme on regarde d'ailleurs la migration avec un regard eurocentré, à mon avis, qui ne permet pas d'apporter une solution inclusive. Je pense que reconnaître les savoirs traditionnels dans ces régions-là, les faire contribuer à la recherche de solutions permettrait évidemment d'identifier leurs besoins et de leur accorder une protection adéquate, à mon humble avis. Merci. Je vois qu'il est déjà 1 heure, donc merci beaucoup à nos 3 experts qui étaient là aujourd'hui et qui ont partagé leur savoir. Merci aussi aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Je ne sais pas si Jennifer, tu voulais dire un petit mot de la fin. Non, je tenais tout simplement à vous remercier. Donc, vous remercier, vous quatre, d'avoir été avec nous ce midi. Merci aux participants et aux participantes également pour votre écoute. Et comme l'a mentionné Agathe dans le chat, donc l'enregistrement du vidéo va être également disponible sur YouTube. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci. 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 Au Merci, au revoir. revoir.